enthousiasme des réponses. Écoutez, je vais passer la parole à David. Bonsoir. Bonsoir. Bon, d'abord, vous m'excuserez d'abord parce que j'ai le nez qui est pris et ça doit pas être terrible à l'écoute. Et puis, je vais être un peu désordonné. J'ai la tête un petit peu en vrac, mais on va aller un petit peu sur l'essentiel. Voilà, moi, je suis syndicaliste. Je suis au secteur fédéral des cheminots de la CGT sur le périmètre Aquitaine Poitou-Charentes. Je suis responsable du pôle éco-revendicatif au secteur et je suis l'animateur du comité régional de vigilance ferroviaire qui regroupe plusieurs forces politiques, dont le Parti communiste d'ailleurs, et également une douzaine d'associations d'usagers et la convergence nationale à rail. Donc Dominique m'a demandé un petit peu ce soir de parler transport et c'est vrai que dans la période, il y a à dire, si depuis les années 60, 30 ans ont été consacrés au tout voiture, tout le monde se rappelle à Bordeaux du système Gertrude qui permettait une synchronisation des feux rouges et on pouvait traverser Bordeaux à loisir en moins de 25 minutes à 90, 110 km/h à peu près. On voit bien aujourd'hui que ce temps-là est révolu et en raison notamment des enjeux environnementaux. Et on voit par ailleurs quand même que la réponse en matière de transport n'est pas satisfaisante pour laisser la voiture au garage. Et on est un petit peu dans un entre-deux. La difficulté, c'est qu'il y a un manque d'anticipation, un manque d'investissement, et notamment d'un point de vue étatique. C'est vrai que moi, je suis un petit peu centré sur le ferroviaire. Ça fait 30 ans que c'est un mode de transport qui est un petit peu abandonné par l'État, ne serait-ce que dans l'investissement, dans la reprise d'une dette historique qui nous a été léguée pied de nez de l'histoire par des entreprises ferroviaires privées avant la création de la SNCF, puisque nous avions plusieurs compagnies de chemin de fer. Ici, à Bordeaux, nous en avions deux. Il y avait les chemins de fer d'Orléans qui arrivaient côté Bastide depuis Paris. Et puis ici, côté gare Saint-Jean, les chemins de fer du Midi. Et puis un jour, devant les pertes abyssales des entreprises privées, on a créé l'entreprise publique SNCF qui aujourd'hui, après avoir été un système de référence repris dans 132 pays, système d'exploitation, est en décrépitude du fait de l'abandon des pouvoirs publics, qui se manifeste d'abord par l'état du réseau. On a un réseau ferroviaire déjà qui a réduit de 2/3 par rapport à l'avant-voiture. On se souvient qu'il y avait, y compris dans notre beau département, des voies ferroviaires qui permettaient de faire le Cap Ferré, le Porche de Lacanau, aujourd'hui qui sont des pistes cyclables. On se rappelle aussi qu'il y avait une voie ferrée qui faisait Créon-Bordeaux, une autre qui faisait Saint-André-de-Cubzac, Bourg-sur-Gironde, Blaye, qui rendrait bien service aujourd'hui. Et aujourd'hui, on en est à fermer des lignes supplémentaires et d'autres qui sont en très mauvais état et qui sont menacées. Alors, il y avait des contrats plan État-région qui étaient signés et qui devaient permettre de ne pas arriver à cette situation, mais qui n'ont pas été respectés par l'État. Et nous sommes d'autant plus inquiets qu'il y a eu des phénomènes nouveaux. Il y a eu la loi LOM, qui renvoie l'avenir des petites lignes aux collectivités territoriales sur le volet financement et sur la gestion également, qui va permettre une balkanisation du réseau, ce qui est déjà le cas, puisque par exemple sur notre région, Alain Rousset a annoncé que 3 lignes allaient être placées sous exploitation privée. Il y a aussi la possibilité maintenant, vous le savez, sur le TER, de privatiser une partie du TER ou la totalité. On l'a vu notamment en région PACA, puisqu'ils sont précurseurs. Pour info, c'est Transdev qui va prendre 10%
du marché TER en région PACA, mais en réalité 30% des recettes. Sur le segment Marseille-Nice, ils vont être arrosés de subventions publiques, puisque là où nous, on se contente de 15 euros du train kilomètre, Transdev va se voir allouer 20 euros du train kilomètre, une subvention de 40 millions d'euros de bienvenue et 12 rames neuves. Donc, vous voyez, quand on veut, on peut donner les moyens aux ferroviaires publics de bien fonctionner. Sans doute faut-il être privé et pas opérateur historique pour en bénéficier. Mais en tout cas, on voit un petit peu où sont les enjeux. Sur notre région, le réseau, j'en parlais tout à l'heure, il manque 1,6 milliard, non pas pour le projeter, malheureusement, sur le ferroviaire dont on aurait déjà besoin et sur celui des 30 prochaines années, mais pour amener le réseau à la situation qui était la sienne dans les années 50, c'est-à-dire à la performance nominale et à des performances qu'on faisait dans les années 50. 1,6 milliard. Donc, il y a un plan petite ligne qui a été signé entre l'État et la région dernièrement, qui est ni plus ni moins reprend les anciens CPER. Là où on est inquiet, c'est que l'État a dit à la région, dorénavant, vous n'aurez plus la possibilité, y compris, d'avancer l'argent à la place de l'État pour faire des mesures d'urgence, pour éviter la fermeture d'une ligne. Donc, ce qui pourrait vouloir dire notamment que l'État se désengagerait totalement, y compris malgré les protocoles qu'elle ait pu signer. Ça se voit d'autant plus que sur le réseau structurant, qui est, je veux dire, y compris dans la LOM, dévolu à l'État sur le financement, on voit que là, l'État ne se gêne plus pour demander, y compris aux collectivités territoriales, de participer. C'est le cas puisque c'est un sujet d'actualité. Vous avez vu, la LGV GPSO pour le sud-ouest là, fait beaucoup parler à l'heure actuelle. Et nous avons le bouchon ferroviaire au sud de Bordeaux, appelé AFSB, qui est du réseau structurant et qui devrait être financé à 100% par l'État et pourquoi pas par l'Europe, puisque ça pourrait donner accès à l'Espagne et au Portugal. Et aujourd'hui, on voit que Bordeaux Métropole, le département, la région, tout le monde est mis sous pression. D'un côté avec le RER bordelais, puis les TER du quotidien, puis cette LGV, pour mettre la main au portefeuille au détriment, évidemment, d'autres choses. Donc, c'est inquiétant. Sur les transports girondins et à l'intérieur de la métropole, malheureusement, quand on regarde le schéma des mobilités qui vient d'être présenté et adopté, on peut être inquiet puisque le budget, par exemple, cette année est de 134 millions d'euros. Dans 3-4 ans, il sera de 65 millions d'euros. Alors, même si on est sur une phase de continuité des travaux du tramway avec son arrivée bientôt jusqu'à l'aéroport de Mérignac, il n'empêche que, vu les problèmes que nous avons sur la métropole pour nous déplacer, le fait qu'on réduise les budgets pour trouver des solutions aux problèmes de déplacement ne vont pas permettre de rémunérer la voiture au garage, bien au contraire. C'est la crainte que nous avons. Le RER bordelais, tel qu'il nous est présenté, ne suffira pas à répondre à cette demande. C'est pour ça que nous avons, nous, à la CGT, des propositions alternatives sur des infrastructures qui pourraient être facilement réalisées. Je pense notamment au triangle des Échoppes, qui en réalité n'est pas vraiment un triangle, puisqu'il a la partie en gare de Pessac qui n'est pas raccordée au reste du réseau, mais qui nous permettrait de multiplier les combinaisons, qui nous permettrait de désaturer la gare de Bordeaux et de désaturer le tramway à l'intérieur de la ville-mère, mais surtout de faire gagner du temps de parcours aux gens qui habitent sur le bassin d'Arcachon, mais y compris aux gens qui habitent sur tout le corridor Agenais, parce que, comme vous le savez, la ligne de ceinture dessert toutes les lignes de tramway et permettrait de gagner un temps de parcours substantiel et donc serait vraiment crédible pour les navetteurs qui sont beaucoup moins poétiques que nos amis qui ont la fibre écologique, quoi. Ils cherchent à avoir quelque chose de pratique avec pas trop de rupture de charge et de pouvoir se déplacer efficacement. Maïs, ce soir, a des préoccupations par rapport à ses enfants.
on les a tous. Et il est bien naturel que quand on rentre du boulot, si on se retrouve avec 3-4 modes de transport à emprunter et des temps allongés, ça fait pas la maille. Voilà, donc nous, on est un petit peu, on a des propositions à faire, alternatives. Tout à l'heure, je vous parlais de ce comité de régional de vigilance ferroviaire. Je pense que c'est un outil essentiel dans la période parce que on a d'un côté un État qui se veut pro-ferroviaire, qui fait de grandes annonces, mais qui met pas le biscuit derrière. J'ai envie de dire qu'à la région, c'est un peu pareil, puisque on le voit avec la subvention terre qui a baissé de 10%. Ça a des conséquences concrètes. Donc tout le monde est en train un petit peu, contrairement au discours, de rabougrir le service public. Et nous, on fait le pari que les citoyens, les associations d'usagers, dans la convergence avec les cheminots et les forces politiques qui veulent en jouer, puissent créer de nouveaux éthos démocratiques, populariser les besoins, partir des besoins, le juste moyen pour pouvoir y accéder. Et voilà, je pense que c'est des choses qu'on travaille, y compris avec le PCF, arriver, comment dire, à donner un peu plus de démocratie et de pouvoir aux usagers et aux salariés qui travaillent dans les transports. Plus de pouvoir dans les comités de ligne, pourquoi pas, dans les sphères décisionnelles, parce qu'au bout du compte, ceux qui en souffrent, on le voit à l'heure actuelle dans le sud Gironde, hein, quand on parle de tuyaux petits, d'infrastructures qui sont plus suffisantes, ça se concrétise très concrètement. Aujourd'hui, vous avez des communes au-delà de Langon, entre Langon et Marmande, qui se voient perdre des dessertes, qui sont en difficulté parce qu'effectivement, on n'arrive plus à faire circuler autant de trains qu'on voudrait, avec un cadencement qui est devenu important. Voilà, il y a des gens qui disent que il ne nous faut pas d'infrastructures nouvelles. Moi, je peux vous dire, je suis cheminot. Il y a 10-15 ans, on n'avait pas autant de TER à faire circuler. Il n'y avait pas le projet de RER bordelais. Donc, effectivement, on arrivait à concilier des trains fret, des grandes lignes, des trains de nuit. Aujourd'hui, on est en difficulté pour le faire. Et donc, voilà un petit peu le carrefour où on est, parce que j'ai assisté au schéma des mobilités de Bordeaux Métropole, au rendu, et d'une manière politique, philosophique, il y a des choses qui sont amenées qu'on peut entendre et dont on peut débattre. Moi, qui ne sont pas ma position personnelle, mais qui est de dire, en gros, sur le sujet des infrastructures, qu'elles soient ferroviaires, routières ou autres, plus le tuyau est gros et plus on transporte de gens. Et aujourd'hui, il faut maintenir des tuyaux petits parce qu'il ne faut plus de mouvement, il ne faut plus que les gens se déplacent. Donc c'est un débat qu'on doit avoir dans la société, quoi. Parce qu'il y en a qui sont sur ce logiciel-là. Et ça peut s'entendre, hein, et on peut discuter de tout. Hein. Voilà, il y a des graphologues là qui se sont un petit peu emparés du sujet. On nous fait réfléchir sur la vitesse. On s'est toujours dépassé de plus en plus vite. Pourquoi faire? À quel but? Souvent, ça profitait au capital et compagnie. Mais on ne peut pas nous mettre en parallèle des autoroutes cyclables. Pourquoi des autoroutes cyclables? Si c'est pour aller plus vite en vélo, c'est la même philosophie. Sauf que c'est pour nous apprendre à nous passer d'autres choses. Donc, je pense que c'est des choses qu'on doit débattre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on le voit sur le débat de la LGV, quand on oppose les besoins, il me semble qu'on n'est pas dans la bonne situation, dans l'opposition des besoins. C'est plus facile d'être bordelais dans le débat que d'être toulousain, par exemple. Je pense que si on ne parle pas de la LGV, notamment pour Toulouse, hein, sur la côte basque, le débat est un peu plus difficile à mener quand même. D'ailleurs, il y a beaucoup d'opposition au Pays basque sur cette branche-là de la LGV. Mais sur Toulouse, je rappelle quand même que, par exemple, c'est 8000 navettes aériennes chaque année, Paris-Toulouse. On ne peut pas dire que écologiquement, ce soit neutre. Donc, demain, il y aurait la possibilité, pourquoi pas aussi, y compris puisqu'il va y avoir une LGV entre Perpignan, Narbonne et Montpellier, et une autre entre Marseille et Nice,
pourquoi pas, y compris sur des lignes transversales, pouvoir concurrencer l'aérien avec des liaisons rapides entre Bordeaux et Nice, Bordeaux et la frontière italienne. Voilà, parce qu'on réfléchit toujours en matière de verticalité depuis Paris, mais on a besoin aussi de développer du service public performant, innovant. Voilà. Aujourd'hui, les financements ne sont pas à la hauteur. D'ailleurs, on le voit sur la LGV parce que 4 milliards de l'État sur les 12 milliards qui seraient nécessaires, c'est une honte. D'ailleurs, on peut s'interroger là sur la taxe équipement spécifique qui est passée en catimini là, suite à un amendement et qui a été voté par le gouvernement, qui va permettre de taxer les ménages qui payent une taxe foncière et qui se retrouvent à moins d'une heure d'une LGV. Je pense qu'on voudrait la mettre sur la voie de garage et de la rendre impopulaire, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Je rappelle que ce soit pour l'Est ou pour la LGV Marseille, Lyon-Marseille, l'État avait financé à 100% cet outil, qu'il nous semble que la gestion doit rester publique, qu'aujourd'hui, sur la partie Tours-Bordeaux, l'ISEA, qui dans le cadre d'un PPP exploite cette LGV, prélève les péages sur les TGV pendant 50 ans, alors qu'elle a financé que 20% de la LGV, et encore elle a financé avec des crédits, avec des taux d'intérêt à prix d'amis, alors que des collectivités territoriales ont mis la main à la poche et qu'ils n'ont pas tout le temps les dessertes qu'il faudrait, parce que c'est moins rentable. Donc on voit que on a quand même beaucoup de choses à discuter et que cette vision étatique concourt à opposer les besoins entre eux. Donc, nous, le parti pris qu'on a, c'est qu'il ne faut pas moins d'infrastructures, il en faut plus. C'est pour ça qu'on porte avec force la réouverture de la ligne Bordeaux-Blaye. C'est pour ça qu'on porte avec force le projet du Cobartec sur le bassin d'Arcachon d'un train-tram entre Facture-Viganos et Andernos. C'est pour ça qu'on porte la création d'une ligne entre Lège-Cap-Ferré, Martignas, l'aéroparc, Saint-Médard-en-Jalles et Lacanau. C'est pour ça qu'on porte la réouverture de la ligne Limoges-Angoulême. C'est pour ça qu'on se bat pour le fret, notamment, puisque l'activité économique a migré en 30 ans depuis l'abandon du fret et on a besoin de réouvrir des gares de production fret pour pouvoir relancer le wagon isolé et faire renaître le triage d'Ourcade. Je pense qu'il faut qu'on lance aussi un débat. C'est qu'on n'est pas tous d'accord avec ça. C'est un débat, mais les mines de Brienne aujourd'hui sont coupées du ferroviaire avec le projet Euratlantique. On ne peut plus être alimenté par le train. Et nous avons des camions qui rentrent dans le centre de Bordeaux aujourd'hui pour alimenter les mines de Brienne, alors qu'on a une plateforme de triage à Ourcade qui est raccordée au ferroviaire et qui est aussi raccordée à la rocade et qui nous permettrait d'être un outil, nous semble-t-il, efficient pour les mines de Brienne. Pourquoi pas d'ailleurs, puisque les gens se plaignent de la verticalité des immeubles à Euratlantique et de ne pas avoir, comment ils disent, d'espace de fraîcheur, pourquoi pas en profiter pour créer un parc à la place de cet espace à Brienne. Donc on le voit, on a beaucoup de choses à réfléchir. Moi, je vous propose peut-être un moment interactif. Si vous avez des questions à poser, voilà, j'essaierai d'y répondre parce que j'ai beaucoup de choses en tête, mais je n'ai pas travaillé un plan de présentation ce soir. Et je vous propose d'ouvrir un moment de débat sur tout ce que j'ai posé et éventuellement sur d'autres sujets que vous auriez en tête. Voilà. Merci David et merci Maï. Écoutez, je vous propose de passer effectivement un échange à partir des questions qui viennent d'être évoquées. Alors évidemment, la juxtaposition, je dirais, de deux préoccupations importantes ne rend pas facile forcément la discussion, mais je prends l'engagement pour ce qui concerne Espace Marx de revenir peut-être sur des soirées complémentaires sur l'un et l'autre thème, de façon à favoriser, je dirais, l'approfondissement de ces questions. En attendant, Daniel, Marc, Marie-Claude, qui est-ce qui souhaite intervenir, ou Lynn? Vous posez une question.
Je veux bien intervenir si c'est possible. Vas-y, Daniel. C'est une question pour David. Euh, euh, je sais que la bataille, elle est vraiment politique et la question, c'est le développement des services publics. Comment tu vois cette question actuellement dans la discussion avec les différents responsables, régions, métropoles et départements? Est-ce qu'ils sont sensibles à cet objectif pour effectivement que ce soit l'État qui prenne le maximum du financement d'un véritable service public? Euh, comment ça te semble la situation? Avant de redonner la parole à David, Lynn, c'est sur le même thème ou sur... Pas spécialement, pas plus que ça. J'ai envie Bon. d'aller un petit peu en transversal plutôt. Bon, ben écoute, je te donnerai la parole après alors. Vas-y, Oui, David, oui. si tu souhaites répondre tout de suite. Oui, alors, mon sentiment, c'est que c'est compliqué. Alors, il y a des choses qui avancent, hein. Le fait qu'une motion soit passée à la dernière plénière du Conseil régional sur la réouverture de Blaye-Samaria, qui a été votée, et c'est pas rien, elle a été proposée par Europe Écologie Les Verts, et c'est pas évident parce que ils n'ont pas mené la même bataille au sein de Bordeaux Métropole, où c'est plutôt les élus communistes qui l'ont mené. D'ailleurs, ça a été rappelé, me semble-t-il, à la plénière du Conseil régional. Mais je veux dire, les choses avancent. Les choses avancent parce que, par exemple, Europe Écologie Les Verts, ils font partie du comité régional de vigilance ferroviaire. Ils ont accru leur participation à partir du mois de septembre dernier. Et il y a un certain nombre de messages portés par les associations d'usagers, la CGT, qui ont pu trouver un écho favorable, on a réussi, parce que moi je suis très humble par rapport à tout ça, le fait politique, j'ai du respect. Moi demain, il me semble que si je me retrouvais conseiller régional ou conseiller départemental, si on me demandait mon opinion sur l'éducation, sur la santé, j'ai bien mon idée personnelle, mais je ne suis pas un spécialiste. Si je devais faire qu'avec les éléments de langage que me livrent les techniques ou les lobbyistes, je passerais très certainement à côté du sujet, comme un bon nombre d'entre eux. C'est pour ça que tout à l'heure, je mettais en relief ce comité régional de vigilance ferroviaire. Et tout ce qu'on peut y faire, et notamment, on travaille des notes techniques, la CGT, mais aussi avec les associations d'usagers, à destination des politiques, pour les aider à mieux aiguillonner l'intervention publique. Et donc, ce qui s'est passé au Conseil régional, c'est pas rien parce que Alain Rousset et le Parti socialiste, parce que c'est eux qui ont les commandes, j'imagine que s'ils n'avaient pas les commandes, ils auraient voté la motion sur la ouverture de la ligne. Là, ils ont été contraints de ne pas la voter et tous les autres l'ont votée. Elle est passée, la motion. Elle est passée. Je veux dire, c'est un appui dont on va se servir, nous. Ce qui nous embête, c'est que, par exemple, j'ai bien noté que hier, au conseil départemental, on était parti très certainement sur quelque chose où il y avait un fonds concours pour financer le ferroviaire en Gironde, où dedans, il y avait notamment les AFSB, la suppression du bouchon au sud de Bordeaux, qui est, y compris sans la LGV, impératif si on veut faire du ferroviaire de haut niveau, le projeter sur les 30 prochaines années. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait eu des négociations avec les partenaires de gauche, et notamment, ce que j'ai compris, Europe Écologie Les Verts et puis le PS, et que ça avait été retiré de la délibération sur les AFSB. Alors, pour mettre très certainement l'État devant ses responsabilités en matière de financement, et ça, je partage. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien que il y a un brouillard, que c'est à dessein et qu'on ne sait pas vers où on va. Pour rappel, le ferroviaire en France, par an et par habitant, parce que vous savez, hein, quand on prend un usager du ferroviaire ou quand on prend celui qui est derrière son volant de voiture et qui aimerait prendre le train, lui, il veut savoir si ça répond. Aujourd'hui,
c'est 200 € par citoyen que coûte le ferroviaire annuellement en France. En Suisse, c'est 650 €. Voilà. Je pense que quand on a dit ça, on a dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, la Suisse fait référence dans le monde entier. Par exemple, 90% de son réseau est électrifié. Ils ne sont pas dans un débat sur l'hydrogène ou le train à batterie en Suisse. La caténaire, c'est ce qu'il y a de plus efficace parce qu'on peut concilier le fret et le voyageur. Aujourd'hui, 92% de leur réseau est électrifié. Nous, aujourd'hui, il y a la dernière délibération qui est passée au Conseil régional, c'est la désélectrification de la ligne du Médoc. Et donc, à terme, la condamnation du port en eau profonde du Verdon. Je pense que c'est des sujets qui devraient nous interpeller. La caténaire, elle a un siècle là-bas. Et elle avait une caténaire. On avait des gens qui étaient visionnaires. On n'aurait jamais eu de LGV si on était dans ces logiques d'austérité aujourd'hui. Voilà. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut déshabiller techniquement le réseau. Alors, on le fait décroître et en plus, sur ce qui reste, techniquement, on lui enlève de la pertinence. Je vais vous livrer quelques éléments sur la ligne du Médoc. Aujourd'hui a été retenue une électrification partielle avec du train à batterie. Alors qu'on possède une électrification totale, mais la caténaire Midi, elle a un siècle. Évidemment qu'elle est à remplacer. La caténaire, quand on la change en bonne et due forme, y compris pour l'armée au fret, c'est 1 million € du kilomètre. Il y a 117 km jusqu'à la Pointe de Grave, donc c'est 117 millions d'euros. On peut se dire que c'est beaucoup parce qu'effectivement, moi je l'ai pas sur mon compte, hein, mais c'est des emprunts sur 40 ans et c'est une infrastructure qui dure un siècle. Et on regarde pas le service qu'elle nous a rendu et combien elle nous a rapporté. Parce que quand on faisait circuler des trains fret électriques, on faisait des économies, notamment de fuel, et puis sur les coûts exogènes, sur la santé et compagnie. Donc par contre, ce que je sais, c'est que tomber la caténaire, désélectrifier la ligne, c'est 250 000 € du kilomètre. D'accord ? Il va falloir acheter des trains à batterie, les transformer. Et à terme, il faudra retraiter les batteries. Et puis, il va quand même falloir remplacer des bouts de caténaire dans les gares. Parce que c'est ça le principe de l'électrification partielle. C'est le train arrive sur un quai de gare, il recharge sa batterie, puis après, il continue en baissant les pantographes. Alors, c'est un progrès, le train à batterie, lorsqu'on se retrouve sur le cas d'une ligne comme, je ne sais pas, Bordeaux-Nantes ou Libourne-Bergerac, où il n'y a pas du tout de caténaire. Qu'on mette de l'électrification partielle, ça va dans le sens du progrès. Mais sur une ligne comme le Médoc, il me semble que, vu les problèmes démographiques du département, on devrait déjà réfléchir à investir pour faire de la double voie et tout électrifier. Parce qu'aujourd'hui, on est en régime d'exploitation de voie unique et on ne peut pas permettre à ce territoire de se développer complètement et de répondre aux besoins. Donc, on voit un petit peu qu'on est en train de déraisonner, de réfléchir à l'envers, y compris là où on a des zones qui se développent, quoi. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est ça qui est inquiétant. Par exemple, il y a quelque chose qui a été voté aussi entre la région et SNCF Réseau qui nous inquiète, qui est un plan de performance entre réseau et le conseil régional. On sait que l'état du réseau impacte la régularité des TER. On sait aussi que SNCF Réseau ne bénéficie pas d'un financement suffisant. Malgré tout, la région est allée passer un accord avec SNCF Réseau qui stipule que si, sur un certain nombre de lignes, on a un impact trop important sur la régularité pour des causes réseau, on viendra mettre en place un système de bonus-malus qui viendra alimenter un compte pour les travaux. On pourrait se dire que si SNCF Réseau était tricheur et qu'ils avaient l'argent pour fonctionner, ça serait un système vertueux, sauf que ce n'est pas le cas. Et qu'en plus, il est stipulé dans l'article 17 de cet accord que ce compte travaux, pour que ça bénéficie au plus grand nombre, sera affecté sur les lignes les plus fréquentées en nombre de voyageurs. En d'autres termes, la ligne du Médoc,
qui fonctionne très mal parce que vétuste va générer du malus qui va venir approvisionner le compte travaux et le pognon du compte travaux va être affecté, par exemple, à la ligne d'Arcachon qui fonctionne déjà très bien et qui fait circuler beaucoup de monde. Et ça, d'un terme philosophiquement, moralement, c'est un scandale, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, on le retrouve dans les derniers votes qui sont effectués. Bordeaux Métropole et la région, dans le cadre du RER bordelais, vont faire des rallonges financières substantielles pour améliorer par la diamétralisation le RER Libourne-Arcachon en investissant massivement à Arcachon avec l'automatisation du passage à niveau, le raccordement du poste de circulation au poste à commande à distance de Bordeaux, alors qu'on n'est pas foutu pour 60 millions d'euros, 60 petits millions d'euros, hein, quand on parle de milliards de notre côté pour la LGV. Et moi, je n'oppose pas les besoins. Il peut y avoir la LGV, mais si on trouve des milliards magiques pour la LGV, on doit pouvoir trouver 60 millions d'euros pour ramener le train à Blaye quand même. Alors qu'on est en train d'affecter 45 millions d'euros encore pour améliorer le sort des Arcachonnais. Alors nous, on s'en réjouit, hein, tant mieux. Plus le train est efficace, mais comme le disait un vieux slogan de la SNCF à une autre époque, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Et c'est un peu ça qui nous est posé, me semble-t-il. Merci David. Lynn, tu souhaitais intervenir? Oui, je sais plus trop ce que j'aurais à dire, mais en tout cas, juste peut-être un tout petit mot sur le fait que la question de la mobilité, du transport et du transport SNCF en particulier, c'est effectivement finalement juste un tout petit aspect de tout le projet de société qu'on peut avoir. Et c'est vrai qu'à travers les choix qu'on fait, ben, voilà, ça donne à voir de quelle société on a envie demain. Malheureusement, c'est pas tout à fait séduisant. Et c'est vrai que personnellement, plus encore que la CGT dont je suis adhérente, je suis très critique sur tout ce qui est logique LGV et GPSO aujourd'hui, au détriment, de fait, des transports de proximité qui me semblent essentiels et qui sont, pour le coup, en train de s'appauvrir globalement. Et ça, je trouve ça tout à fait dommageable. Donc, bon, mais en même temps, bon, je sais qu'on a fait un petit... on a pesé beaucoup en tant que mandaté CGT au sein du Césaire auquel je participe pour émettre un avis sur le GPSO qui est relativement bien mesuré et qui donne à voir d'une position intéressante. Je pense que les camarades se sont rapprochés, y compris des fédérations cheminots, pour pouvoir s'exprimer correctement là-dessus sans tromper personne. Voilà. Donc, voilà. Donc, moi, je suis très, très sensible à ce sujet-là, que je trouve en même temps très compliqué et dont je ne domine pas tous les tenants et les aboutissants, mais je pense qu'il est assez symptomatique de ce qui se passe avec cette histoire de courir toujours après le temps qui me semble être une erreur fondamentale. Que je pense qu'on peut peut-être ralentir un peu la vitesse et que ça nous fera du bien à tout le monde. Je pense qu'il faut qu'on envisage de vivre un peu autrement. Voilà. Sur la question féministe, eh ben, j'étais un peu interloquée par ce que nous a dit Maï, des conflits, entre guillemets, plus ou moins exprimés, mais enfin, en tout cas, des conflits latents qui semblent être présents autour de ce combat. Et moi, je suis un peu loin du sujet, mais bon, je pensais bien aller à la manif samedi prochain. Je pense que j'irai quand même voir un peu comment ça s'exprime. Je n'ai pas l'habitude de porter un badge, du coup, ça me donnerait pratiquement envie d'en avoir un, mais je verrai bien. En tout cas, voilà, je trouve que c'est un peu préoccupant de voir que les choses peuvent s'égarer comme ça, alors que manifestement, à l'échelle internationale, il semble bien qu'il y ait un mouvement de recul sur beaucoup d'aspects qui avaient été un peu gagnés au fil des années par les femmes, quoi. Donc ça, c'est quand même un mouvement globalement assez préoccupant aujourd'hui. Voilà.
Voilà, donc ce sera ma petite contribution. Merci. Maï, tu souhaites éventuellement réagir et ensuite je repasserai la parole à David. Oui, après, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'est vrai que bon, on ne mesure pas toujours, voilà, les difficultés. Et après, on peut penser que des organisations comme le Parti communiste ou la CGT ne font pas leur part. Mais le problème, c'est que il faut déjà qu'en interne du mouvement féministe, elles se battent pour pouvoir exister en tant que les organisations collectives qu'elles sont, quoi. Et ça a toujours été le cas, hein, c'est pas nouveau. Mais c'est vrai que là, on est dans une période où c'est plus compliqué. Donc, à la fois, il y a des choses qui avancent et qui sont positives. Et voilà, une fois de plus, moi, je ne sais pas honnêtement si j'irai à la manif, mais bon, c'est plus parce que c'est le jour de mon anniversaire et que du coup, j'ai d'autres préoccupations. Mais je me pose vraiment la question. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, que ce soit la CGT ou le Parti communiste, on avait quand même toujours suivi même quand on n'était pas d'accord. Et là, on s'est dit qu'à un moment donné, il fallait aussi marquer le coup et voilà, pour arrêter de se faire imposer des modes de fonctionnement qui, à mon avis, sont dommageables malgré tout à l'avancée des choses, quoi. Parce que je ne pense pas que le mouvement féministe, une fois de plus, hein, je me répète, mais puisse se passer d'organisations collectives qui ont beaucoup fait et qui continuent à faire beaucoup pour la cause féminine, quoi. Donc, féministe d'ailleurs plutôt. Mais c'est vrai que oui, ça apporte des côtés préoccupants. Ça existe aussi nationalement, alors peut-être pas avec des fois des choses différentes, mais il y a des heurts, notamment par rapport aux trans, des personnes qui sont nées à Signium et qui se considèrent comme des femmes. Et certaines féministes dire ben non, ils ne sont pas nées des femmes, donc elles ne peuvent pas savoir ce que c'est que d'avoir, comme si être une personne trans était suffisamment de souffrance. Et puis Oui. mais aussi avec les personnes qui se disent racisées, qui vont être des bourgeoises blanches, voilà. Donc on a un truc où on va se mesurer en fait le niveau de nos malheurs. Alors je suis pas en train de dire qu'être une femme et en plus être une femme de couleur, ce soit pas se rajouter de handicap. Bien sûr, on le sait tous. Je veux dire, être une femme. Mais c'est aussi un moyen aussi, et là, vu qu'on est quand même dans un café marxiste, c'est quand même aussi un moyen de vouloir gommer, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, de vouloir gommer quand même que malgré tout, quoi qu'on en dise, la première des discriminations reste une discrimination de classe, et celle-là, elle est quand même souvent, par un certain nombre de féministes, tentée d'être un peu mise sous le tapis, quoi. Ça veut dire que, voilà, on va mettre les organisations de côté, on va mettre les hommes de côté, on va dire aux blanches, parce que vous êtes des blanches. Et je ne dis pas, bien sûr, hein, je ne dis pas qu'être une femme notamment de couleur ou être une personne homosexuelle, ça ne vient pas rajouter à la discrimination. Hein. Enfin, je veux dire, d'autant plus une femme, comme on dit, cisgenre, blanche, hétéro, c'est sûr. Mais n'empêche que malgré tout, d'abord, je reste une femme et ça reste quand même un gros motif de discrimination, comme si ce n'est un des plus importants. Mais après, c'est toujours quand même plus simple, une femme qui a des moyens de lutte intellectuelle et financiers que d'être une femme ou un homme d'ailleurs qui vient d'un milieu où il n'a pas les moyens de défendre, quoi. Donc il y a aussi beaucoup de ça, et donc c'est vrai que c'est toujours une lutte, mais dans la période, quand je dis la période depuis quelques années, il y a vraiment, voilà, on est en train de s'opposer nos discriminations et de dire celle-là est plus importante que l'autre. Et c'est vrai qu'en général, on est quand même les syndicats et les partis, certains partis, encore les seuls de dire que quand même la discrimination de classe reste quand même extrêmement importante, et que voilà. Donc ça, c'est vrai que parce qu'il y a des tentatives des uns et des unes ou des autres de vouloir diminuer ça. Je pense par exemple sur les personnes qui se disent, les mouvements qui se disent racisés, d'expliquer que oui, mais enfin quand même, le plus difficile, c'est quand même être une personne de couleur. Et je ne suis pas du tout en train de nier le fait que ce soit une discrimination, encore plus aujourd'hui en France, quand on entend le discours de certains candidats et certaines candidates à l'élection présidentielle. Je ne suis pas du tout en train de dire que ce n'est pas un gros problème. Sauf qu'on ne peut pas l'opposer en permanence et en disant ça, c'est plus important, donc vous, en gros, taisez-vous parce que vous êtes des privilégiés, quoi. Voilà. Donc, voilà. Et en même temps, c'est complexe, et en même temps, il faut aussi entendre la voix des gens qui ont ce sentiment-là et qui ne l'instrumentalisent pas. Mais voilà, mais c'est compliqué parce qu'on est mais on le voit de façon générale, dans le mouvement féministe comme dans la société, on est très facilement dans un clivage où c'est les uns contre les autres et où on ne s'écoute plus et où on ne se... C'est clair. Pas de se comprendre. C'est clair. Merci beaucoup, Maï. David, donc tu avais redemandé la parole. Oui, tout à fait, merci. C'était pour, juste par rapport à l'intervention précédente, dire que je partage que la vie Césaire
qui a été rendu sur la LGV est très équilibré. Il est très équilibré. Il est d'ailleurs un petit peu à l'image de ce qu'on ressent dans le territoire, hein, parce que du côté d'Agen, par exemple à la CGT, le syndicat d'Agen est content qu'il puisse y avoir une LGV parce que ça va peut-être lui permettre de mener la bataille pour ouvrir la ligne Agen-Auch. Hein. Sur le Pays Basque, c'est bien plus compliqué parce que ils sont même pas sur les infrastructures ferroviaires. Ils sont sur une vision de la société où ils disent chez nous, on n'a pas de problème d'attractivité. Et donc, cette LGV, elle va nous ramener du monde qui va faire encore croître les besoins du logement. Alors là, à mon sens, c'est peut-être là qu'il manque une dimension politique, parce qu'il y a aussi dans la cité des choses à mettre en place sur les politiques de logement, sans opposer les problèmes d'infrastructure. C'est là un peu, d'ailleurs, par rapport à ce que tu disais, sur la priorisation par rapport à la LGV. Aujourd'hui, je suis désolé, mais on n'a pas les trains du quotidien et on n'a toujours pas la LGV. Hein. Non, mais. Il y a LGV Paris-Bordeaux. Non, mais parce que je veux dire, on a l'impression toujours que c'est nous sous, parce que je pense qu'après 30 ans d'austérité, on est enfermé dans des réflexes, on me dire, comme dans les partis politiques qui se disent de pouvoir, hein, qui sont aptes à gouverner parce qu'ils sont raisonnables. Ils font avec les politiques d'austérité. Nous, on aime à penser que l'argent existe. Et il existe, ou alors je me trompe peut-être, mais l'argent existe. Et donc, on ne devrait pas être en train de choisir ou de faire le tri entre différents besoins. Parce que moi, je travaille en gare de Bordeaux-Saint-Jean. Dire que la mise en place de la LGV entre Paris et Bordeaux est un échec ou qu'elle est réservée qu'aux élites, c'est pas vrai. C'est un succès. Les prix des billets sont toujours trop chers, hein, évidemment, parce que l'ISEA, XGAV et compagnie, les péages, il faut les payer et compagnie. C'est cher le train. C'est cher, il y a un problème de prix avec le train. On le voit bien, mais par contre, Ouigo, c'est un succès. Il y a des gens qui font des allers-retours Bordeaux-Paris pour 30 balles. Et ils le font, mais aujourd'hui, ils ne le font plus dans les avions. Ils le font dans le train. Ils le font dans le train. Et donc, ce qui n'est pas normal, c'est pour ça que nous, on se bagarre. Ce qui n'est pas normal, c'est que la ligne classique Bordeaux-Paris, qui était référencée au réseau ferré à 220 km/h, n'est plus entretenue qu'à 160 km/h. Alors qu'on pourrait faire circuler des TER à 200 km/h aujourd'hui. C'est là qu'on voit qu'on a des difficultés parce que sur la vitesse, c'est sûr, hein, moi je pense que l'impact de la vitesse, c'est notre capacité à réduire la part de l'aérien sur les déplacements. La voiture, c'est fini. On voit bien, demain, il y a la voiture électrique, il n'y aura plus la possibilité d'avoir de voitures thermiques et tout ça. Donc, ça va se couper entre l'aérien et le… Bon, moi, j'ai bien vu qu'ils travaillaient sur un avion à l'hydrogène, au solaire et compagnie, mais on en a encore pour 30 ans de cette aventure-là. Donc, moi, je suis un peu plus mesuré. Je ne suis pas un pro-LGV. Moi, je regarde juste la dichotomie entre le couloir rhodanien et notre couloir atlantique. Et là-dessus, je me base sur les travaux de mes camarades de l'UFCM. On a la chance d'avoir des gens qui sont à l'ingénierie et qui nous disent que c'est compliqué chez nous parce que pour descendre à Toulouse, on a 2 voies. Quand vous prenez au sud de Lyon jusqu'à Marseille, ils ont 6 voies, c'est-à-dire une double voie consacrée au fret, une double voie consacrée au train du quotidien, ligne classique, et une double voie LGV. Donc, on ne parle pas le même langage. Oui, c'est pas pareil. D'un côté, il y a 300 trains fret. Chez nous, il y en a 20. Qu'est-ce qu'on va faire du couloir atlantique Bilbao, Porto, Lisbonne, Madrid. Aujourd'hui, l'Espagne a un réseau de grande vitesse bien plus important que celui de la France, mais il ne lui sert plus à rien parce qu'il tourne en vase clos. Il n'est pas raccordé. Vous le savez, il y a un souci d'écartement du rail. Ils sont en train de faire ce qu'il faut en aille et tout ça. Donc, ces sujets-là sont posés. Je pense que l'Europe est en train de réfléchir à mettre des grands corridors à grande vitesse pour réduire la part de l'aérien.
C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se font tirer l'oreille sur l'investissement. Vous avez vu que si on en reste sur le volet toulousain, l'Europe ne participe pas. Si il y a le raccordement d'Axe, l'Europe met 20%. Bien sûr. Voilà. Donc je pense que on peut pas. Je pense qu'il faut regarder les choses avec du factuel. Et nous, c'est le parti qu'on a pris, par exemple, au comité régional de vigilance ferroviaire, quoi. Parce que on n'est pas dans le fantasme. C'est-à-dire, on ne se limite pas à des luttes défensives. Parce qu'effectivement, sinon, on se dit, vous savez ce qu'on se dit sinon? On fait les 60 millions d'euros qui seraient nécessaires pour Blaye, eh bien, on fait comme un comptable et on dit, bon, aujourd'hui, si on mettait le bus, ça coûterait tant, si on coûte le train, sur un crit et par rapport au nombre de personnes qu'on transporte, ça reviendrait plus cher. Mais on n'aurait jamais construit le chemin de fer si on était parti avec des logiques pareilles. On n'aurait jamais connu le TGV. D'ailleurs, le TGV a sauvé le fret à un moment donné. Comme le fret avait sauvé le transport corail à un moment donné. Et donc, on oppose les choses. Je ne pense pas que ça soit bon. Par contre, est-ce que ce projet-là de LGV, et notamment, je pense sur la partie basque, est à propos? Avoir des gares fantômes à 20-30 km de Mont-de-Marsan, je ne sais pas si c'est incitatif, quoi. Des gares betteraves, comme on appelle. Alors, bon, il y en a dans l'Est de la France qui fonctionnent, quoi. Mais attention aux raccourcis, j'entends beaucoup le TGV, c'est un instrument du capital. Bon, mais c'est vrai que moi, pendant les vacances, c'est bien connu, j'étais à Porto, il n'y avait pas d'offre ferroviaire pour moi, j'ai pris l'avion, c'est bien connu, l'avion, n'est-ce pas, c'est pas un instrument du capital, en plus c'était EasyJet, tu vois. Donc, oui, je pense que tout peut être l'instrument du capital, suivant la destination, les politiques qu'on met derrière. Sur les déplacements, je partage, il faut qu'on ait le débat, mais attention parce que donner la possibilité aux gens de se déplacer, c'est aussi un enrichissement personnel. C'est de découvrir ce qui se passe ailleurs, culturellement. C'est en termes d'humanité, c'est important voilà, moi j'ai appris beaucoup de choses. J'étais à Porto, j'en reviens pas pareil. Hein. J'ai été découvrir la vallée du Douro. J'ai rencontré, y compris des gens qui font du syndicalisme là-bas. Aujourd'hui, il y a la volonté de vouloir se déplacer. Et pas seulement pour le capital. Alors, c'est vrai qu'il y a Airbnb qui en profite et compagnie, parce que peut-être qu'il y a des politiques qui suivent pas sur le logement et tout ça. Mais en tout cas, je partage que c'est un débat qu'on doit avoir, parce que il y a aujourd'hui cette volonté-là qui est à la croisée de l'austérité et de l'impératif sur l'environnemental, qui est de dire on va aller vers des tuyaux de plus en plus petits pour freiner les déplacements. Moi, juste une question. Enfin, je veux dire, on est confronté là depuis quelques années, même quelques dizaines d'années, à une métropolisation, même y compris conduite par l'État. Hein. Je veux dire que c'est quand même Chirac qui avait prévu, qui avait organisé un aménagement du territoire autour de 10 grandes villes, donc 10 grandes métropoles potentielles. Et évidemment, les LGV semblent aller un petit peu dans cette direction-là. La question que je me pose, c'est jusqu'où peut-on aller dans les concentrations urbaines que l'on connaît, et n'est-il pas temps de revenir, je dirais, à une nouvelle articulation territoriale et revivifier effectivement les villes de moyenne, voire de petites populations. Mais on ne peut pas imaginer l'avenir, et donc si on va dans une telle démarche, donc si on se projette évidemment dans une société d'avenir, pour moi la société d'avenir, c'est celle qui va permettre justement de cette réorganisation du territoire, et qui donc va permettre aux gens de pouvoir circuler entre ces nouveaux territoires. Moi, il me semble que c'est quand même plus ça l'avenir que de vouloir d'abord contraindre les gens à vivre dans un endroit. Pour moi, enfin, ce qui s'est passé avec le confinement est un terrible retour en arrière du point de vue du développement humain. Je veux dire que l'avenir, pour moi, c'est effectivement de pouvoir circuler, y compris
sur la planète, rencontrer d'autres peuples, croiser d'autres cultures, croiser d'autres expériences humaines. Et justement, ce qui fait l'humanité, c'est la confrontation et la rencontre. Donc voilà, moi j'aurais envie quand même de poser avec force cette question-là et peut-être qu'on ait une réflexion qui parte vraiment du projet de société que l'on souhaite pour demain et en même temps des besoins qui ne sont pas satisfaits. Parce que qui peut voyager aujourd'hui? On va poser les choses clairement. Qui peut voyager aujourd'hui? Qui peut quitter la métropole bordelaise? Qui peut voyager en France? D'ailleurs, d'abord, en Europe et dans le monde. C'est quand même une question importante qui, au-delà des enjeux climatiques, est réellement posée et ce qui veut dire qu'il faut les porter ensemble. Alors, il y a Daniel qui dit « c'est la question des lieux du travail, domicile et lieux de commerce. Pour Arcachon-Libourne, n'y a-t-il pas l'objectif d'une plus grande métropole ?» Moi, j'ai envie de dire oui, mais c'est que ça s'est fait, je ne sais pas s'il y a eu un projet de faire la banane, comme on dit, ou est-ce que c'est tout simplement la vie, entre guillemets, et puis les logiques de logement, les logiques individuelles, y compris d'accession à la propriété, n'étant plus possible, je dirais, sur les territoires métropolitains ou sur les lieux urbains comme Arcachon ou Libourne, ont progressivement amené, je dirais, à densifier ces zones-là. Mais cette densification, est-ce qu'on l'accentue ou est-ce qu'on se pose, je dirais, un développement partagé du territoire et donc des constructions à la fois incitatives et politiques, parce que ça ne peut pas être, je dirais, par l'autoritarisme qu'on réglera ou qu'on résoudra ces questions-là, et par des vrais débats sur la société dans laquelle on a envie de vivre. David, Maï? Ouais, moi, je pense que tu as raison de poser ça sur l'ultra-métropolisation. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, on voit que la crise sanitaire a joué et que les communes type Agen, Libourne, Bergerac retrouvent de l'attractivité en ce moment. Parce que ceux qui ont la possibilité, mais tu as raison, c'est comme ceux qui peuvent voyager et ceux qui ne peuvent pas. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. C'est un certain type de salariat qui peut travailler à la maison avec la fibre et compagnie. Mais il y a quand même une volonté aussi de se rapprocher. Moi, je vois, j'ai mon père qui est dans le Médoc, l'Espar. J'ai jamais eu autant de chantiers dans l'Espar, des maisons que personne ne voulait acheter. Là, il y a une ruée des maisons pas chères sur l'Espar. C'est connecté au ferroviaire. Il y a la fibre. Les gens s'emparent du territoire et arrivent du coup des besoins qui ne s'exprimaient plus. Par exemple, sur le service ferroviaire, où en gros, on est passé d'une logique d'omnibus qui s'arrête dans toutes les pissotières à aujourd'hui, y compris des gens qui sont dans ces communes-là, qui voudraient des trains plus rapides pour rejoindre Bordeaux. Et donc, on a différents types de besoins. Et donc, les infrastructures, on a du mal à gérer parce qu'effectivement, il y en a qui ça peut s'entendre. Du côté de Mont-de-Marsan et tout ça, on a envie de rejoindre Bordeaux le plus rapidement possible. Et puis, il y en a d'autres qui ont besoin de faire un petit peu d'omnibus et tout ça. Mais je pense qu'effectivement, il y a un rééquilibrage territorial qui est à l'œuvre. Mais, enfin, je vais me faire l'avocat du diable parce que moi, je ne veux pas que vous pensiez que je suis pro-LGV, loin de là, hein, parce que c'est pas du tout. J'aurais même tendance à dire, si je me comporte, comme dirait Delga, comme un égoïste de Bordelais, que ça aille jusqu'à Toulouse, bon. Voilà. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, l'ultra-développement s'arrête à Bordeaux, avec une LGV qui s'arrête à Bordeaux. On ne partage rien avec Toulouse, on est d'accord avec ça. Avec Toulouse et puis sa banlieue, son département et compagnie. C'est pour ça que gueule Delga. Delga, elle est là-dessus, là. Moi, j'ai suivi j'ai vu que quand Macron met la loi l'homme, il sait qu'il va fermer un certain nombre de petites lignes en France. Et donc, ce n'est pas le moment de porter les LGV. Le débat sur la LGV rebondit parce qu'avec le plan de relance européen, Muselier et Estrosi ont en partie gagné une partie emporté le morceau avec la LGV Marseille-Nice, qui va d'ailleurs servir à mettre en avant Transdev sur le TER. Parce qu'aujourd'hui, une des difficultés de la SNCF entre Marseille et Nice, c'est qu'il y a deux petites voies
pour faire circuler tous les trains, comme on l'a chez nous. Et en construisant une LGV, il va pouvoir mettre en avant l'entreprise privée Transdev qui va faire le TER et qui va avoir des sillons libérés. On se comprend là-dessus? Et donc, à un moment donné, Delga, qui a vu tout le pognon qui partait dans le sud-est, elle a mené un rapport de force avec l'État. Mais je pense qu'elle a été aidée par Castex, qui est de la région Occitanie aussi, là-dessus. Et donc, c'est comme ça que le débat a rebondi. Hein. C'est pas vraiment venu. C'est ceux qui sont le plus intéressés dans les territoires qui ont mis ça en confrontation. Rousset n'en parlait même plus alors que c'est un pro-LGV. Il savait qu'il était en difficulté, puisqu'il est en train de pleurer pour trouver. Il fait les poches des CDC pour garder le bout de rail sur les petites lignes. Donc, il n'en parlait même plus de LGV. C'est Delga qui a fait rebondir le truc. Donc, c'est quand même un besoin exprimé par le territoire toulousain. Et donc, une LGV qui s'arrête à Bordeaux et qui ne continue pas de manière transversale, est-ce que c'est mieux en aménagement du territoire ou pas? Moi, je ne suis pas sûr qu'il faut opposer les choses parce que, par exemple, nous, à la CGT, sur la ligne classique Bordeaux-Toulouse, même si on n'a pas dit qu'on était pour la LGV, on n'est pas opposé à la LGV. Vous avez la CGT à Toulouse, ils sont pour la LGV. Nous, à Bordeaux, on n'est pas opposés. Mais on dit qu'il faut moderniser également la ligne classique Bordeaux-Toulouse pour permettre plus de croisements, pour permettre des trains à vitesse différente entre les frets, les trains plus rapides, les TER qui viennent de loin, les RER métropolitains, de concilier les circulations et donc un maillage du territoire. Il faut qu'on permette à tout le réseau de pouvoir grandir. Si c'est avoir une LGV onéreuse et abandonner le reste du réseau ou pas le faire grandir en termes de capacité technique, ça servira à rien. Et là, Dominique, tu as raison, on en arrivera à de l'ultra-métropolisation et à tout ce qu'on ne veut pas. Mais voilà, je pense que de toute façon, il y a l'aérien qui est très présent à Toulouse. Si on n'y met pas une LGV jusque là-bas, d'un certain côté, on a aussi de l'aérien à Bordeaux. Moi, je pense que Urmic, c'est pas innocent. Hein, je pense que s'il était maire de Toulouse, il retournerait l'argument écologique pour dire il y en a marre des 8000 navettes aériennes, peut-être. Écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions éventuelles? Sinon, je vais vous proposer d'arrêter la discussion ce soir. Je vais redonner la parole à Maï, bien sûr, et puis à David, pour leur demander un petit peu deux ou trois idées pour ramasser un petit peu leurs propos avant de se quitter. Et puis, je donne rendez-vous quand même à tous les deux pour des initiatives sur le sujet de bout en bout. Maï. Oui, je ne sais pas si je vais réussir à ramasser mes idées en 2-3 phrases, mais non, pour dire que il y a beaucoup d'avancées sur les questions de féminisme, notamment sur les questions de lutte contre les violences, qu'elles soient envers les femmes ou envers les enfants, hein, puisqu'il y a, j'en ai parlé très rapidement, mais il y a aussi quand même beaucoup de paroles qui se libèrent sur l'inceste, et ça c'est extrêmement important, hein, parce que moi je me rencontre, y compris dans un cercle pas extrêmement proche, mais de gens que je connais, qu'on connaît tous en fait, des personnes qui ont été, qui ont été des victimes d'inceste, et sauf qu'avant c'était déjà le cas, hein, parce que c'est comme sur les violences faites aux femmes, hein. Les hommes battent pas plus leurs femmes aujourd'hui qu'ils les battaient avant, hein. C'est juste qu'aujourd'hui par contre on les entend quand elles parlent, et c'est pareil avec les enfants. Donc voilà, donc ça il y a des grosses avancées là-dessus, mais comme je disais, en face de ces grosses avancées, il y a à la fois forcément des mouvements d'extrême droite ou certaines même droites qui essaient de faire revenir en arrière, qui essaient de remettre les femmes à la maison. Donc voilà, je vais donner un exemple qui m'a touchée très rapidement sur Bègle. Il y a eu une consultation des parents d'élèves sur savoir si on restait sur 4 jours et demi, puisque nous, à Bègle, on était restés sur 4 jours et demi sur l'école maternelle et primaire, ou si on passait à 4 jours, comme on fait l'immense majorité des villes de la métropole, hein, puisqu'il y a, je crois, que 3 ou 4 villes, dont Mérignac, je crois une ville sur la rive droite, et Bègle qui était restée sur 4 jours et demi.
bon, moi, je peux entendre les arguments des personnes qui sont favorables à repasser à 4 jours, donc avoir le mercredi entièrement libre pour les enfants. Mais là où j'étais effarée, c'est des commentaires sur les réseaux sociaux d'hommes, mais principalement de femmes, qui nous expliquent que quand même, à un moment donné, quand on fait des enfants, c'est pour s'en occuper, qu'il faudrait être égoïste et de penser à soi, et qu'il faut se sacrifier, j'ai même mis ces mots-là, se sacrifier pour rester à s'occuper de tes enfants, quoi. Et là, j'ai eu l'impression d'être revenue, je sais pas combien de temps en arrière, parce que j'avais l'impression d'avoir jamais vécu ce moment-là, moi, de personnes qui étaient jeunes, hein, qui étaient pourtant des personnes très jeunes. Et voilà, et de la même façon qu'il y a des discours extrêmement sexistes et misogynes de personnes, et notamment d'hommes et de femmes politiques qui sont pourtant très jeunes, et on pourrait penser, ils sont jeunes, ils sont donc très progressistes sur ces questions-là. Donc voilà, donc il y a vraiment des mouvements qui se cristallisent, et donc c'est là où il faut aussi tenir le coup et continuer à se battre plus que jamais. Donc voilà, et puis bien sûr aussi, et se battre aussi pour l'unité justement du mouvement féministe à ce moment-là, parce que forcément, justement pour faire face à ces mouvements sectaires et rétrogrades, il faut être unis dans le mouvement féministe, et ça, c'est vrai que c'est aussi un enjeu, et je pense qu'il y en a certains, bien sûr, qui jouent aussi derrière pour la désunion, parce que si on ne part pas tous ensemble, on est forcément moins fort et moins forte. Donc voilà. Justement, si tu as 5 minutes de plus, je vais te poser la question qui tue. Et l'unité de la gauche aujourd'hui, et comment on fait pour effectivement s'ouvrir une perspective politique alternative? Dominique, l'unité de la gauche, mais ça dépend ce qu'on met derrière l'unité. Est-ce que l'unité, c'est l'unité derrière un candidat? Est-ce que c'est un candidat unique, ou alors est-ce que c'est l'unité sur des idées? Moi, le problème, je vais le dire honnêtement, moi, j'ai toujours été pour l'unité. J'ai même été candidate sur une liste d'Union la gauche avec des gens dont je ne participais pas forcément toutes les valeurs, parce que pas parce que ça avait été mon choix personnel, mais parce que ça avait été le choix de mon parti, que je respecte les décisions démocratiques de mon parti. Mais même si même si je pouvais avoir des réserves sur cette union-là, sur le principe, je n'ai vraiment jamais eu de souci dans le fait qu'on puisse avoir plus des alliances, et qui ne sont pas politiciennes, mais qui sont des alliances sur un fond politique, sur des propositions. J'habite dans une ville dans laquelle les communistes sont dans la majorité aujourd'hui, toi aussi, puisque c'est la même. Et voilà, et je vois bien que nos camarades communistes font avancer des choses au sein d'une majorité qui est une majorité de gauche. Donc moi, je pense que c'est important. Là où c'est un piège, on va dire, par rapport à l'union de gauche, c'est que si on le cristallise sous le prisme de l'élection présidentielle, ce n'est pas possible, en fait. Je suis trop jeune pour l'avoir vécu, mais enfin, le candidat unique, on l'a fait. Je crois que ça n'a pas été très, très bon pour nous, mais ça n'a pas été très, très bon pour le pays, de façon générale, au final. Donc, je pense qu'il faut faire distinguer deux choses. Je pense que la gauche a besoin de s'unir, pas de façon générale, de s'unir sur des questions qu'elle a en commun, sur des valeurs qu'elle a en commune, parce que oui, encore aujourd'hui, la droite et la gauche, ce n'est pas la même chose, et ce sont des valeurs différentes, et j'espère encore aujourd'hui, et je le pense chez les militants et chez les électeurs, électrice de gauche, qui a vraiment des valeurs communes sur lesquelles on peut se mettre d'accord. Après, je ne pense pas que l'élection présidentielle puisse être telle qu'elle est faite aujourd'hui du fait de la Ve République, le moment où on le fait, parce que là, forcément, ça serait se ranger derrière un candidat, une candidate, pour quelle raison? Et on serait quand même un peu tous obligés de laisser des choses. Après, à côté de l'élection présidentielle, il y a des élections législatives, et là, on en discutait avec la section de Bordeaux avec qui j'étais en réunion la semaine dernière. On a intérêt d'avoir un maximum d'élus de gauche, parce qu'on en a très, très peu aujourd'hui dans l'hémicycle, et on a vraiment, vraiment besoin de gagner des députés de gauche, parce que je le vois bien, et notamment sur les questions de féminisme, bien sûr les communistes qui sont à l'avant-garde de ces questions-là, mais des écologistes, des socialistes et d'autres mouvements sont nos alliés sur ces questions-là. Si je ne parle que de la question du féminisme, si on parle là-dessus. Donc on a besoin. Donc je pense qu'il faut distinguer les deux choses. Mais après, voilà, parce que malheureusement, cette élection, elle est faite pour être une élection de personnes, et c'est très compliqué. Et puis aujourd'hui, il y a trop de choses sur lesquelles on n'arrive pas à se mettre d'accord. Voilà, je veux dire, quand on a un candidat écologiste qui dit, en gros, dans la vie, on est soit pour les énergies renouvelables, soit pour le nucléaire, ben, je veux dire, ça ne crée pas les conditions d'une union, puisque, bon, voilà, je veux dire, en gros, on dit, vous choisissez votre camp, vous êtes avec moi, vous êtes contre moi, ce n'est pas possible de fonctionner comme ça. Ou un autre candidat, ou une autre candidate qui disent, ben voilà, ok, je suis le premier dans les sondages, donc mettez-vous tous derrière moi. Non, ça, voilà. Aujourd'hui, les conditions, elles ne sont pas réunies. Voilà, pour ça, c'est peut-être pas la bonne élection. Moi, je pense que c'est une élection pour faire vivre, pour que chaque parti fasse vivre ses idées et ses propositions dans la diversité.
Mais après, par contre, oui, je pense qu'il y a d'autres moments où il faut qu'on arrive à s'unir, comme on l'a fait là aux élections départementales et aux élections régionales, et où clairement, ça a donné une impulse à la gauche. Mais après, l'élection, c'est un temps, il faut faire vivre quand même voilà, et ne pas décevoir après les électeurs et les électrices et faire des véritables politiques de gauche une fois qu'on est élu, quoi. Et là, j'ai envie de dire, c'est le plus dur qui commence. Merci Maï, merci beaucoup. David. Oui, bon, moi, pour faire le lien un petit peu avec tout ce dont on a parlé et l'action politique, je voudrais dire que je suis un petit peu, je suis rassuré parce que je l'ai dit tout à l'heure par rapport à ce qui s'était passé sur la motion Blaye-Saint-Marien. Globalement, l'action qui est menée au conseil régional pour le service public ferroviaire, pour le bien des mobilités, j'estime qu'il s'est amplifié, quoi. Il s'est amplifié. On a dans le département quelqu'un qui travaille depuis longtemps avec les cheminots et puis avec les associations d'usagers, qui est Frédéric Mélier, qui, me semble-t-il, donne parfaitement le là au groupe communiste à la région. Les prises de position sont toujours justes, tranchantes. Là aussi, tout à l'heure, on se réjouissait de l'avis Césaire, mais je pense que le rôle d'une organisation politique comme le Parti communiste, c'est très certainement de dépasser le cap de ce qui est raisonnable pour aller vers la réponse aux besoins. Et de ce point de vue-là, je pense que le contrat est rempli. Moi, j'avoue être un petit peu rassuré. Alors, bien sûr, rien n'est gagné, mais je pense que, y compris même dans notre propre camp, le lien qui peut exister entre les salariés, les citoyens et les usagers amène, parce que ce parti-là est particulier et qu'il a aussi des cellules d'entreprise, des structures, amène quand même à avoir une vision qui lui est propre. Et moi, qui suis un petit peu attentif à tout ça et qui discute avec les salariés et les usagers, les prises de position des communistes sont toujours écoutées, respectées, et je vois qu'elles trouvent même un écho dans les autres forces politiques quand on met de côté les manœuvres d'appareil et tout ça. Et je pense que c'est crédible et ça pèse bien plus que ce que l'on représente dans les urnes, quoi, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est de bon augure. Au département, c'est pareil. Stéphane Legault, qui fait partie du comité régional de vigilance ferroviaire, qui a une association d'usagers et qui l'anime dans le Médoc, bon, mais je trouve que c'est formidable qu'il puisse aujourd'hui, avec le mandat qui lui a été confié, de pouvoir continuer aussi à parler des besoins des usagers. D'ailleurs, il continue à se déplacer en train, donc il a toujours les mêmes problématiques et il essaye toujours d'y apporter ces mêmes réponses. Puis il y a ces maires du Sud-Gironde organisés autour de Stéphane Desnoyers qui mènent un combat pour que leurs habitants puissent continuer à avoir l'alternative du train. Donc moi, je pense qu'il y a des choses qui se passent et que on s'exprime à différents niveaux sur le département, la région, à la mairie de Bordeaux, à Bordeaux Métropole. Et je pense qu'on va marquer des points. Je ne dis pas que le métro, par exemple, va arriver bientôt à Bordeaux, mais en tout cas, comme pour le RER bordelais, on l'appelle comme on veut, mais c'était plutôt la ligne de ceinture et c'était le combat des communistes depuis 30 ans. On finit toujours par avoir raison, mais au-delà de nous, c'est la vraie réponse aux besoins qui est portée magnifiquement et qui continuera de l'être. Écoutez, je vous remercie vraiment à tous les deux et puis à toutes celles et ceux qui ont participé à cet échange ce soir. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, évidemment, pour le prochain Bistrot Politique, mais en attendant, aux rencontres d'Espace Marx à partir du 1er décembre et pendant 4 jours à l'Université de Bordeaux, autour d'un thème un peu particulier, commun au pluriel, commune, la commune, parce
on est en période d'anniversaire, et communisme au pluriel. Donc voilà, vous verrez, il y a un certain nombre d'intellectuels, de scientifiques, de militants qui interviendront, plus de 35, 36. Donc ça, je pense que ça nourrira, je dirais, notre réflexion collective et nos réflexions citoyennes. Je vous remercie beaucoup et puis à très bientôt. Ok, au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Pareil. Au revoir.